Tout d'abord, merci aux organisateurs et la Fondation Garches. Voilà. Hop. Donc, en fait, au laboratoire, on fait plutôt de la neurophysiologie fondamentale. On travaille sur les ganglions de la base. Donc, c'est un rapport un peu lointain avec le sujet d'aujourd'hui, mais on a le plaisir d'avoir Bertrand Degos dans l'équipe, et comme on recule devant rien pour lui faire plaisir, à côté des projets qu'on développe sur l'encodage de la mémoire procédurale, on a développé un projet sur la maladie de Parkinson il y a quelques années, et c'est ce projet dont je vais vous parler ce matin. Donc en fait, on peut voir la maladie de Parkinson aussi comme une maladie du signal, de la transmission du signal, à savoir que celle-ci va être altérée entre le cortex et les ganglions de la base, à savoir que l'extraction d'un signal propre d'informations traitées par le cortex est profondément altérée, et ce qui va avoir des répercussions cognitivo-motrices profondes que vous connaissez. Donc pour aller très rapidement, donc on travaille principalement au niveau de la porte d'entrée des ganglions de la base, qui reçoit de l'ensemble des aires corticales, du thalamus, et comme vous a présenté hier Clément Léna, aussi toutes les informations motrices qui viennent du cervelet par des relais thalamiques. Donc on travaille sur la sélection de l'action, l'apprentissage procédural comme je vous l'ai dit, le one-shot learning, et donc la maladie de Parkinson. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le striatum est en charge d'extraire du bruit de fond les informations considérées comme pertinentes en fonction du contexte présent. Et pour plusieurs raisons, c'est que vous voyez que ici, c'est l'enregistrement in vivo chez le rongeur, où vous voyez que les neurones de projection du striatum, les medium-sized penny neurons, vont émettre un potentiel d'action uniquement lorsque on a une activité corticale cohérente et de grande amplitude, cohérente temporellement et de grande amplitude. Sinon, toutes les autres activités vont évoquer des activités sous-seuil au niveau du striatum. Et comme l'ensemble des noyaux ensuite sont toniquement actifs, ce n'est que de la modulation de fréquence. Et ça aboutit à évoquer un mouvement. Donc en fait, le striatum agit vraiment comme un détecteur de coïncidence d'informations pertinentes corticales et thalamiques. Donc c'est vraiment le senseur qui va laisser passer ou pas les signaux corticaux. Et au niveau de la maladie de Parkinson, en fait, cette voie est profondément altérée et le striatum n'arrive plus à extraire les signaux considérés comme pertinents ici et maintenant. Il n'arrive plus, et donc le signal est extrêmement bruité, ce qui peut conduire aux symptômes moteurs que vous connaissez tous. Donc là, je vais passer très vite. C'est suite à des traitements pharmacologiques, Jean-Christophe en a parlé précédemment, au bout d'un certain temps, globalement, il y a des complications L-dopa induites, les dyskinésies. Comme solution thérapeutique est proposée la stimulation cérébrale profonde du noyau sous-thalamique, qui présente l'avantage d'être efficace, mais qui est invasive, et qui surtout va concerner une minorité de patients. Les mécanismes de la stimulation cérébrale profonde sont encore débattus. On a un peu participé à l'élucidation d'un ou deux mécanismes, mais en gros, c'est quand même assez largement débattu. Et il y a probablement une combinaison de toutes ces possibilités de mécanismes, à savoir une inhibition locale par des pôles blocs, vraisemblablement des neurones du noyau subthalamique, une diminution de l'hyperactivité des neurones au niveau du GPI de la SNR, il y a des changements de modification de dynamique de réseaux neuronaux au niveau thalamo-cortical, mais aussi, et c'est ça qui va nous intéresser ce matin, des effets qui ont été décrits depuis un certain nombre d'années, des effets corticaux. Et en fait, le raisonnement qu'on a eu, c'est, grâce à Bertrand Degos, c'est qu'en fait, ça servait, en tous les cas à notre niveau, pas grand-chose d'essayer de s'échiner à déterminer les mécanismes
d'action de la DBS, puisque globalement c'est un mécanisme qui avait été, un, découvert de manière totalement empirique, et deux, qui marchait relativement bien. Et donc on s'est proposé assez immodestement, plutôt que d'aller dans une augmentation incrémentale de la caractérisation, de faire un saut conséquent pour aller chercher une autre cible thérapeutique, mais inspirée par la DBS. Je m'explique. En fait, le raisonnement qu'on a eu, c'est que la DBS concerne une minorité de patients, et ceux dans les pays industrialisés. Et comme ça a été dit ce matin par David Grablis, ça pose aussi des problèmes de, entre guillemets, service après-vente, à savoir qu'ils font un suivi de ces patients, changement de batterie, et problématiques en cas d'accident, etc. Il y a peu de centres spécialisés. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer sur les mécanismes d'action de la DBS, remonter au niveau le plus superficiel possible pour, en fait, ce qu'on avait en tête, c'est un mécanisme in fine non invasif ou le moins invasif possible, puisque une partie du fait que ça affecte, enfin que ça puisse bénéficier à une minorité de patients, c'est aussi le caractère très invasif de la thérapie, pas uniquement ce caractère, mais principalement celui-ci. Et donc on s'est dit, on va essayer de trouver quelque chose de moins invasif, voire non invasif. Et donc on s'est dit, on va aller vers des zones assez superficielles du cerveau, et donc superficielle, c'est le cortex cérébral, et essayer d'aller agir dessus. Et donc on est parti d'un certain nombre d'observations qui avaient été faites chez des patients, donc des primates humains, mais ça a été fait aussi chez des primates non humains, où ce que les chercheurs cliniciens ont observé, c'est que dans le cas de maladie de Parkinson, il y avait une hyperactivité, contrairement à ce qui était prédit par le modèle un peu classique de la maladie de Parkinson impliquant une ganglion de base, il y avait une hyperactivité dans le cortex moteur primaire. Et sous DBS, cette hyperactivité, donc ça a été largement vu par des techniques de PET, mais pas uniquement, cette hyperactivité était diminuée, et on avait une espèce de normalisation de l'activité des cellules pyramidales corticales. Donc on s'est dit que ça pouvait être une voie prometteuse d'exploration. De plus, une des premières applications de l'optogénétique par entre guillemets, son inventeur, Kyle Diderot, à Stanford, cela avait été en fait pour la maladie de Parkinson précisément, afin de remplacer la stimulation cérébrale profonde par une stimulation optogénétique. Et c'est un papier vraiment magnifique dans Science, mais en gros qui montre que en fait, la stimulation pure des neurones du STN, en fait, ça ne marche pas. Donc en fait, la DBS, il n'y a pas une stimulation en fait efficace des neurones du STN. Et quand ils avaient l'opto-inhibition, puisque c'était un des effets prévus de la DBS, lorsque les chercheurs avaient opto-inhibé ces neurones du STN, il n'y avait aucun bénéfice moteur, l'optoactivation non plus. Par contre, quand ils avaient opto-stimulé les afférences qui venaient de centres glutamatergiques, ça marchait, et quand ils optostimulaient directement au niveau de M1, cela semblait fonctionner. Donc, on s'est posé ce type de questions, et en fait, ce qu'on a mis en œuvre, c'est, donc là c'est juste pour vous rappeler, c'est un schéma ultra simplifié du cortex cérébral, avec les cellules pyramidales qui, donc, dans le modèle Parkinson, manifestement ont l'air d'être hyperactives. Ces cellules pyramidales sont principalement inhibées par deux catégories d'interneurones GABAergiques, les interneurones à parvalbumine et les interneurones à somatostatine, qui contactent les neurones à deux endroits différents et qui donc exercent des inhibitions radicalement différentes. On va voir par la suite, c'est important. Il y a une troisième classe d'interneurones, les interneurones VIP, on les a exclus de notre étude parce que c'est des interneurones d'interneurones. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc on travaille sur un modèle rongeur de la maladie de Parkinson avec des lésions à la 6-OHDA unilatérale.
Et en fait, ce qu'on avait vu, c'est donc dans un modèle Parkinson unilatéral, en faisant des enregistrements in vivo intracellulaires sur des animaux normaux au niveau de cellules pyramidales, on a ce type de firing pattern. Et effectivement, dans des animaux parkinsoniens, on a une accélération de l'activité des cellules pyramidales. Et lorsqu'on faisait simultanément une stimulation cérébrale du noyau subthalamique à 130 Hz, vous voyez qu'on avait une régularisation de l'activité des cellules pyramidales. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est allons voir un peu plus loin. Donc là, je vais aller un peu rapidement, c'est l'électrophysiologie, entre guillemets, un peu pure et dure. Donc, ce qu'on voyait, c'est effectivement une inhibition. Donc, c'est toujours des enregistrements en intracellulaire in vivo, des cellules pyramidales de M1. On voyait une inhibition, donc une hyperpolarisation, lorsqu'on faisait des chocs uniques dans le STN. Et lorsqu'on fait des chocs répétés, on avait des inhibitions plus prononcées, vraisemblablement via la voie hyperdirecte, donc de manière vraisemblablement ici antidromique, mais dans d'autres manips, on a vu qu'en fait, ça pouvait aussi passer par les boucles basales ganglia, thalamo, corticales. On est en train de travailler actuellement sur les mécanismes de la DBS dans un autre aspect de ce projet, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails ici. De manière un peu plus fine, en faisant des sauts d'hyperpolarisation, dépolarisation, on a vu que cette hyperpolarisation évoquée par la stimulation cérébrale profonde mettait en jeu des conductances chlore, puisque cet effet s'inversait au potentiel d'inversion du chlore. Et donc, qui dit chlore dit interneurone GABAergique. Donc, donc on sait que la stimulation cérébrale profonde va recruter au niveau du cortex moteur primaire des interneurones GABAergiques qui vont aller régulariser l'hyperexcitabilité des cellules pyramidales. Donc en fait, à partir de là, ça c'était l'observation fondamentale, principalement faite par Bertrand de Gosse. Et à partir de là, je veux dire, on a un peu tiré sur la ficelle, enfin, on a déroulé les manips avec des techniques un peu actualisées, à savoir l'optogénétique. Donc ce qu'on a fait, c'est on a fait une série de souris. Donc là, maintenant on passe chez la souris. De souris optogénétiques dans lesquelles on fait exprimer une channel rhodopsine. Donc là, c'est la crimson, mais bon, c'est pareil, c'est une redshifted opsine. Donc on fait exprimer la crimson, soit spécifiquement par les interneurones à parvalbumine, soit spécifiquement par les interneurones à somatostatine. Donc on a fait une série de contrôles pour voir que cette expression était spécifique et affectait au moins 70 à 80% des interneurones visés. Donc là, pour l'instant, c'est des souris doublement transgéniques. Maintenant, on est passé à des souris simples transgéniques avec injection du virus à la channel. Mais bon, c'est des détails de cuisine. La manière dont on a procédé, c'est un peu à la manière dont vous l'a montré ce matin David Graby chez l'homme, ou dans le talk suivant, je ne me souviens plus. On va d'abord aller enregistrer dans le STN l'activité électrique afin d'être sûr qu'on est dans le STN, puis on remplace l'électrode d'enregistrement par une électrode de stimulation. Donc on peut, parce que chez la souris, le STN est évidemment assez minuscule, donc c'était un peu acrobatique d'arriver à loger un peu tout ce qu'on voulait loger. Donc on place l'électrode de stimulation dans le STN de la souris. On place une fibre optique qui permet d'aller stimuler les neurones qui expriment l'opsine, donc soit les interneurones à somatostatine, soit les interneurones à parvalbumine, et on descend en plus une électrode d'enregistrement. Donc c'est de l'extracellulaire, mais la technique qu'on a voulu employer, c'est du juxtacellulaire. Donc on se place à bout portant d'un neurone pour être sûr de pouvoir l'identifier électrophysiologiquement. Et vous voyez qu'en faisant ça, on était capable d'aller identifier, en utilisant l'optostimulation,
les cellules pyramidales. Vous voyez ici, par exemple, que cette cellule n'est pas activée par la lumière, donc c'est une cellule pyramidale, alors que ici, dans une souris PV creux, on active uniquement les interneurones par valbumine, et ici, dans une souris somatostatine creux, on active exclusivement les interneurones à somatostatine. On a fait une caractérisation post-hoc en marquant chaque neurone dans chaque souris en juxtacellulaire, et on vérifie ensuite que ce neurone était effectivement soit par valbumine, soit somatostatine, soit pyramidal. Et on a aussi des critères électrophysiologiques, mais en gros, ce qu'on voit, c'est ceci. C'est donc que dans des souris, lorsqu'on fait de la DBS au niveau du STN, vous voyez qu'on a une régularisation, on a une diminution de l'activité des cellules pyramidales. Ici, chaque ligne, c'est un neurone qui a été enregistré, généralement dans des animaux différents. Hein. Parfois, on a pu enregistrer 3-4 pyramidales dans une souris, mais bon, pour les interneurones, c'était un peu plus acrobatique. Et vous voyez que sous DBS, on a globalement une diminution de l'activité des cellules pyramidales, comme attendu avec les manips que je vous ai montrées précédemment. La surprise a été au niveau des interneurones à parvalbumine, qui sont le principal système GABAergique dans le cortex, à savoir qu'ils exercent une inhibition assez forte. Et en fait, on a la surprise de voir qu'en fait, la DBS ne recrutait pas ces interneurones, mais au contraire, inhibait ces interneurones. C'est-à-dire que l'activité de la DBS allait entraîner une inhibition globale de ces interneurones. Donc en fait, l'inhibition observée par l'intermédiaire de la DBS sur les cellules pyramidales ne passe pas par ces interneurones à parvalbumine. Par contre, elle passe par les neurones à somatostatine qui, eux, comme vous le voyez ici, étaient activés par la DBS. Donc en fait, on avait à ce moment-là déterminé notre cible de choix potentiellement thérapeutique de remplacement de la DBS dans une stratégie non invasive. Et donc, on a commencé à agir sur spécifiquement ces interneurones à somatostatine. Et ce qu'on a vu dans une série d'expériences en comportement, c'est que effectivement, lorsqu'on optostimulait à 67 Hz, les neurones à somatostatine GABAergique du cortex moteur, on réduisait les syndromes moteurs dans des animaux lésés unilatéralement à la 6-OHDA. Donc là, actuellement, on a beaucoup plus de tâches motrices, Rotarod, Spiral Maze, etc. etc. Voilà. Donc là, on tient une cible a priori prometteuse pour aller agir de manière le moins invasive possible. Juste très brièvement, au labo, on développe aussi pas mal de modèles mathématiques pour nos autres projets. Et là, ce qu'on a fait, c'est dans un modèle simplifié du cortex moteur, qui comporte 800 cellules pyramidales et le reste en somatostatine ou à parvalbumine. Vous voyez qu'on arrive avec un certain nombre de paramètres biophysiques qui sont tirés de la littérature, on ne les a pas inventés ni choisis. On reproduit ce qu'on a observé in vivo, à savoir que lorsqu'on fait une DBS in silico, donc dans le modèle, on active spécifiquement les SST, on inhibe les PV et ça régularise l'activité des pyramidales. Et en fait, avec ce modèle mathématique, on peut tester différentes entrées de stimulus pour voir si différents aspects de la transmission de l'information vont être altérés ou pas, avant de se lancer dans des expériences. On continue chez l'animal, mais ensuite on va passer chez le primate non humain et éventuellement en clinique. Mais d'abord, in silico, on peut tester un certain nombre de choses pour voir que ça ne va pas entraîner des troubles entre guillemets cognitifs ou de transmission de l'information. Et sans rentrer dans les détails, lorsqu'on passe différents signaux, donc soit complètement artificiels, hein, de type Einstein-Holbeck noise,
ou même des signaux plus naturalistiques. On prononce des phrases, donc ça n'a rien à voir avec le cortex auditif, mais c'est pour avoir des signaux complexes tels que le cortex cérébral peut en traiter. On vérifie que stimuler les neurones SST ne va pas impacter le flux de l'information, et on peut même simuler des cas in silico où on est en Parkinson, et effectivement ça améliore cette extraction de l'information. Et donc actuellement ce qu'on fait, c'est on est en voie vers du moins invasif possible, c'est-à-dire que jusqu'à présent on faisait des optostimulations avec une fibre optique implantée dans le cortex moteur, et là ce qu'on fait, c'est on utilise des micro-LED implantés à la surface du cerveau. C'est pour ça qu'on utilise la channel rhodopsine Crimson, parce qu'elle est redshifted, et donc on peut aller stimuler assez en profondeur à travers l'os et les tissus cette opsine qui est exprimée au niveau des interneurones à somatostatine dans le cortex M1. Et en faisant ceci sur un certain nombre de tâches comportementales, je ne les développe pas ici, on a des effets bénéfiques sans atteinte sur la mémoire à court terme ou à long terme dans un certain nombre de tâches cognitives. On utilise le modèle mathématique pour aller explorer plus en avant les effets potentiels sur la transmission de l'information. Ici aussi, ce qu'on va faire, c'est on va délivrer, on va faire une transgénèse corticale. Évidemment, il n'y a pas d'homme transgénique avec le système Crelox, donc on va faire un système de... On va délivrer le virus de manière non invasive, on va faire de la transgénèse non invasive pour avoir un système entièrement non invasive qu'on va tester dans quelques mois chez le primate non humain en collaboration avec l'équipe d'Erwan Bézard. Et ce projet est maintenant en phase de valorisation. Et dans le modèle mathématique ou expérimentalement, on a fait aussi des enregistrements de patients parkinsoniens, donc dans le service de neurologie de Bertrand de Gosse à Avicenne. Et ces signaux EEG complexes de patients DBS on-off, L-DOPA on-off, permettent aussi de nourrir le modèle mathématique pour aller prédire plus en avant les répercussions que cela pourrait avoir sur la transmission de l'information et sur les paramètres d'optostimulation des interneurones GABAergiques à somatostatine. Donc là, a priori, donc pour l'instant, ça reste au niveau du stade chez le rongeur, hein, on n'est pas passé du primate non humain puis humain, mais disons que pour l'instant, sur le papier, on a une cible de choix superficielle dont l'optoactivation à une certaine fréquence, donc beaucoup plus bas que la DBS, atténue considérablement des symptômes moteurs chez des animaux modèles parkinsoniens. Donc ce travail expérimental a été réalisé au CIRB, au Collège de France, dans mon équipe, dont la composition actuelle est celle-ci. Les modèles mathématiques ont été développés en collaboration avec l'équipe de Jonathan Toubou, la Brandeis University à Boston, et avec Bard et Mantrout à l'université de Pittsburgh. Et les enregistrements EEG chez le patient et beaucoup d'inspiration a été fait avec l'équipe de Bertrand de Gosse à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans la salle? Merci beaucoup, c'est passionnant, ça me ramène quelques années en arrière. Juste une question, il y avait eu, dans mon souvenir, il y a, je sais pas, une vingtaine d'années, un travail qui avait été fait par l'équipe de Créteil, Stéphane Palfi, qui avait été de la stimulation électrique épidurale du cortex moteur primaire dans un modèle de primate non humain, qui montrait effectivement des choses qui étaient à la fois sur le plan physiologique et clinique très encourageants. Je ne sais pas ce qu'il y a eu comme suite chez l'homme, mais ma question en fait c'est finalement, ok, on va faire de l'optogénétique non invasive, mais quand même c'est de la transgénèse, les neurones humains n'expriment pas à ma connaissance de rhodopsine. Et je pense que ça risque d'être quand même de l'amélioration des neurones, d'un point de vue de désautorisation compliquée. Est-ce qu'on peut recruter, est-ce qu'on peut espérer recruter ces interneurones à somatostatine qui ont l'air un petit peu critiques avec des méthodes qui sont des méthodes de stimulation un peu plus grossières?
Alors, absolument. Donc, alors, pour commencer par la fin des 3 questions, en fait, par des méthodes plus grossières, on va aussi recruter les interneurones à parvalbumine qui, eux, en fait, exercent une inhibition périssomatique et assez puissante. Et ça, en fait, en termes de transmission de l'information, on sait que ça va avoir un impact globalement délétère. Donc, en plus, on va aller recruter les interneurones VIP, qui sont des interneurones d'interneurones. Donc, en fait, ça va neutraliser l'action des interneurones à somatostatine. Donc, ce n'est pas une approche qui sera souhaitable. On sait maintenant que c'est plutôt une activation très spécifique, relativement spécifique, de la plupart des interneurones à somatostatine, parce qu'ils exercent une inhibition au niveau des dendrites très distale, et c'est une inhibition finalement assez subtile, qui n'est pas trop forte. Donc ça va faire des petits coups de frein, mais qui vont laisser passer. Si la transmission de l'information, on imagine ça comme une pluie, en fait, ça va donner des petits coups de patte de temps en temps pour régulariser la pluie, mais ça ne va pas l'interrompre ou ça ne va pas ouvrir un énorme parapluie comme pourraient le faire les parvalbumines. Donc en fait, la cible spécifique des parvalbumines, elle est quand même souhaitable. Alors, il pourrait y avoir une approche pharmacologique, par contre. On sait qu'au niveau de la synapse entre ces interneurones à somatostatine et les pyramidales, il y a un sous-type de récepteur GABAergique exprimé. Il a été publié il y a une dizaine d'années justement à Pittsburgh par des chercheurs qu'il existerait un agoniste spécifique, mais cet agoniste n'est pas disponible quand on les contacte. Et il n'y a pas eu de publication depuis. Mais ça pourrait être une piste aussi pour bypasser la transgénèse. Alors jusqu'à présent, effectivement, il n'y a pas de transgénèse au niveau central, mais il y a déjà eu des transgénèses au niveau de la rétine, qui n'est pas très loin du système nerveux central. Il y a plusieurs équipes qui travaillent là-dessus. Alors évidemment, aucun neurone n'exprime des channel rhodopsine, mais là, on est sur des approches non invasives avec une combinaison en double virus, c'est le MBL qui nous fabrique ces virus, où on pourrait transfecter des patients. Évidemment, pour l'instant, il n'y a aucune autorisation, mais il y a des projets d'optostimulation en cas de dépression, d'optoinhibition en cas d'épilepsie, etc. Enfin, c'est un domaine où les recherches sont assez actives. Après, la législation ou les autorisations n'existent pas encore. On verra ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup pour votre très informative présentation. Moi, j'aurais une question à nouveau de Béotien pour essayer de comprendre. La stimulation cérébrale profonde a un effet sur la voie hyperdirecte pyramidale et vient inhiber. Mais donc, de ce que je comprends de votre présentation, ce n'est pas un effet direct, ce serait un effet indirect par la voie des interneurones à somatostatine. Comment voyez-vous justement cette connectivité? Comment se transmet cette information d'hyperstimulation de la stimulation cérébrale profonde du noyau subthalamique? Par quelle voie? Comment ça remonte? Par où ça passe? Comment ça marche? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, ça serait pour essayer de comprendre les effets indésirables stimulo-induits, notamment sur la voie pyramidale. Est-ce que vous avez aussi vous imaginez des mécanismes potentiels? Alors, sur la première question, en fait, on a assez peu d'idées. Donc là, il y a un doctorant qui vient d'être recruté, ça va être son projet de thèse de comparer les deux mécanismes, la DBS, comment ça va les recruter de manière aussi lointaine, ces interneurones à somatostatine. Alors par la voie antidromique hyperdirecte, ça on a une bonne idée, c'est assez simple. Mais par contre, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, il y a, comme souvent, c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est un mélange de plusieurs voies. C'est ce qu'on voit au niveau des délais synaptiques. On peut avoir un effet assez rapide, donc vraisemblablement antidromique par la voie hyperdirecte, mais très clairement, on a aussi des effets un peu plus délayés dans le temps, retardés dans le temps, pardon, qui passeraient par les boucles basales gangliates, thalamo-corticales. Mais vous dire précisément quel noyau en cascade sera activé, on ne sait pas encore. Là, on va faire une technique donc avec un équivalent C-fausse de marquage
mais c'est pas très clair. Ensuite, sur des effets secondaires de l'optostimulation des Non, somatostatines. de la stimulation cérébrale profonde, parce que nous, on réfléchit un peu grossièrement, on se dit, bah, il y a un courant, le courant doit rester dans le noyau, s'il sort du noyau, il vient venir moduler, c'est-à-dire inhiber la voie pyramidale et conduit à ce qu'on appelle la dystonie pyramidale, ce qui est un terme inapproprié, mais à un hémispasme ou à une contraction pyramidale ou à une dysarthrie. Ouais. Comment l'expliquer si le mécanisme est... voilà. Alors là, je pourrais pas vraiment répondre, c'est pas mon champ d'expertise. Le seul truc qu'on avait fait, c'était quand on avait regardé les mécanismes d'action de la DBS, on avait vu qu'en fait, c'était chez le rongeur, donc ça, c'est l'imitation de notre objet d'étude, mais ce qu'on voyait, c'est qu'il semblait que pour être efficace, la DBS, il fallait qu'elle soit un peu à cheval entre la... Je suis pas très bon en anatomie, entre le STN, mais qu'elle recrute des fibres de passage inhibitrice, et qu'en fait c'était ce mélange de vraisemblablement inhibition, activation de neurones du STN et activation de fibres de passage GABAergiques qui permettait d'avoir un effet optimisé de la DBS. Mais après, on n'est pas allé voir plus loin, et de manière un peu provocante, je dirais que ça faisait plusieurs années qu'on regardait un peu ces mécanismes, on n'apportait pas de réponse très convaincante par rapport aux autres labos, voire même moins. Et c'est Bertrand qui nous a dit, mais en fait, arrêtez de faire ça, c'est pas très utile. Allons voir des cibles. Prenons appui sur la DBS, puisque c'est extrêmement efficace, mais allons voir des cibles plus superficielles, et il y a des choses au niveau du cortex qui, entre guillemets, sentent bon, et essayons d'aller déterminer des cibles plus... Donc on a en fait assez rapidement arrêté de regarder comment la DBS pouvait marcher. Mais là, bon, on va y revenir pour, j'allais dire pas tellement que pour la DBS, mais pour pouvoir comparer ce deux types de stimulation, la DBS versus l'optoactivation des somatostatines, et pouvoir en creux savoir ce que l'optostimulation des somatostatines remplirait par rapport à la DBS. Voilà. Un grand merci.